va parler désormais de climat, car la Corée du Sud s'est engagée à atteindre la neutralité carbone en 2050 et à éliminer ses centrales à charbon. C'est le 7e plus grand parc au monde. Alors pour décarboner son économie, le pays innove, notamment avec le méthanol vert dans les transports maritimes. Les explications de Pascal Jeanneret pour la RTS. Terre de chantier naval, la Corée du Sud domine encore le marché mondial des navires complexes, méthaniers, porte-conteneurs. Puissance industrielle lourde, mais aussi technologique. Des supertankers aux semi-conducteurs, en passant par les plasmas, smartphones ou batteries électriques, les conglomérats coréens prospèrent dans toute la péninsule. Un de ces joyaux se déploie à Ulsan, sur la côte sud-est, le chantier naval Hyundai, le plus grand du monde. Les plus imposants navires y sont bâtis. 13 000 ouvrières et ouvriers s'y activent quotidiennement, fourmis humaines, dans ce chantier monumental. S'il s'est ouvert à nos caméras, c'est qu'il y a du gros, du nouveau à montrer. Une première génération de porte-conteneurs géants capables de naviguer sans énergie fossile. L'acheteur, c'est Maersk. Ses managers accompagnent la visite. Les structures verticales devant servent à maintenir les containers en place. Et derrière, on voit la construction de la citerne pour le méthanol. Au total, les deux citernes pourront contenir 16 000 mètres cubes de méthanol. Du méthanol comme carburant, adieu le fioul pétrolier. Un moteur capable de carburer à l'alcool, voilà la nouveauté. La transition énergétique hors des énergies fossiles commence de manière tangible ici, avec ces moteurs adaptés au méthanol vert. Reste maintenant à faire que cette demande qui est véritable pour les marchés puisse susciter, créer cette filière de production de méthanol de synthèse, de ces carburants verts qui sera nécessaire pour les alimenter. 500 000 tonnes par an déjà contractées avec un géant chinois des énergies renouvelables. Des vents de Mongolie pour fabriquer le méthanol qui lui fera tourner les moteurs de cargo, c'est le plan. Objectif pour Maersk, décarboner d'ici 2030 un quart de son fret container total. Possible grâce à l'engagement du chantier naval pour intégrer le méthanol. Son grand stratège technique se réjouit des défis relevés. Nous avons coopéré étroitement avec le propriétaire du bateau pour voir comment optimiser sa conception et respecter les normes. Avec le gouvernement aussi, pour les règles de ravitaillement avec du méthanol. Ces coopérations, c'est le grand défi pour concevoir et réaliser un grand navire comme celui-ci. 140 navires sur une flotte mondiale actuelle de 100 000. Le défi est énorme, mais d'autres carburants verts et d'autres motorisations, électriques notamment, seront bientôt mûres. Ici à Ulsan, on s'y prépare déjà, l'aube d'un fret maritime qui se promet décarboné d'ici 2050. Benjamin Joanneau, quelle place tient l'écologie en Corée du Sud? Est-ce que c'est un sujet important dans le débat sociétal ou dans le débat politique? Pas vraiment. Dans le débat sociétal, je ne crois pas. Dans le débat politique, on est quand même désormais une grande puissance, 13e ou 14e puissance mondiale. Donc effectivement, il faut cocher la case de l'écologie. Et cela arrive dans les discours politiques. Malheureusement, je ne crois pas que ça soit un sujet qui soit d'urgence actuellement pour les Sud-Coréens. Il n'y a pas de parti politique, par exemple, écologiste, de mouvement complètement minoritaire. La Corée du Sud, Lionel Faton, c'est un pays phare, on l'oublie parfois, de l'industrie navale. Ah oui, complètement. Si je me rappelle bien les chiffres, on est entre 20 et 25% de la production navale mondiale. Ce qu'on appelle les trois grands, un mentionné dans le reportage, Hyundai Heavy Industry. Il y a aussi Samsung, il y a Hanwha. C'est aussi, et ça c'est important de le signaler, c'est dans le théâtre asiatique, des industries critiques. Parce qu'il n'y a rien à dire. C'est important pour le commerce, c'est important pour l'économie, mais aussi une capacité de mobiliser en fait ces ports, ces chantiers navals pour produire autre chose que des navires civils. Et donc c'est très important aussi d'un point de vue militaire de garder ces industries. Maintenant qu'on parle par exemple de la réindustrialisation c'est très difficile de l'Europe de la défense, la Corée du Sud a déjà, si vous voulez, les bases pour faire en fait cet effort-là. Benjamin Joanneau, quand on préparait cette émission, vous m'avez dit, en fait aujourd'hui, là, vraiment la question que se posent beaucoup de Coréens, c'est comment on fait pour continuer sur le chemin de la croissance
Après le miracle de la réussite technologique, pour rappel, l'industrie, c'est 38% d'économie. Les services, c'est beaucoup plus. Mais quand même, l'industrie, c'est 38% d'économie. C'est une vraie question, c'est une vraie interrogation. C'est une vraie interrogation depuis plusieurs années. Et ouais. Une angoisse. Ouais. Parce que pour un petit pays, on l'a vu, qui ressemble presque à une île, qui n'a pas vraiment de ressources énergétiques, la question de qu'est-ce qu'il y aura après les semi-conducteurs, après la téléphonie, etc., est une vraie question. Alors, il y a eu cette embellie de la K-culture dont on parle, qui fait effectivement rentrer des devises, qui permet aussi d'avoir un soft power intéressant sur la scène internationale. Mais c'est une vraie question qui taraude les Coréens. Marie-Orange Rivet. En fait, on associe quand même souvent l'image ou l'idée des nouvelles technologies à celle de la surveillance. On sait que la population sud-coréenne est très connectée, très adepte de technologie. Est-ce que pour autant, cette société sud-coréenne, elle est sous surveillance, elle est très surveillée ? Alors oui, la société est très surveillée pour plusieurs raisons. Parce que c'est un pays en guerre, donc on se méfie encore aujourd'hui des espions nord-coréens, de l'espionnage qui viendrait du Nord. Mais il y a aussi une autosurveillance civile, si je puis dire, à l'intérieur. Et c'est vrai que les Coréens sont très dociles, en fait très disciplinés, et ils suivent des mesures civiques. On parlait tout à l'heure de l'environnement. Eh bien là, ils peuvent tout à fait trier leurs déchets si on leur demande. Ils le feront comme un seul homme. Et c'est vrai que si on leur dit de surveiller aux arrêts de bus s'il n'y a pas des Nord-Coréens espions, ils le feront aussi. Donc c'est vrai que la surveillance, et avec bien sûr toutes les caméras, etc., je pense qu'à Séoul, il n'y a pas un espace de la ville où il n'y a pas une caméra.